C'est une photo. Vous allez là tout direct. C'est bon? Non. Ça fonctionne. Mesdames, Messieurs, avant de nous rendre au cimetière, au monument aux morts, puis de procéder à l'inauguration de la stèle en hommage aux résistants des lois, je souhaiterais vous présenter les excuses de plusieurs personnalités. Madame Laurence Lecoustre, sous-préfète de l'arrondissement de Péronne, retenue par les mêmes obligations sur la commune de Péronne. Messieurs Stéphane Demilly et Laurent Saumon, sénateurs de la Somme. Monsieur Paul Pilot, maire honoraire de Nesle. Monsieur Jean-Luc Ducatel, président de l'Union nationale des combattants de Nesle. Monsieur Mathieu Colombel, nouveau président de la section déloise des ACPG-CATM. Madame Sophie Lochneux et monsieur Jean Delanclos, adjoint. Je vais maintenant vous donner lecture du message officiel qui habituellement est lu à la fin de la cérémonie, mais comme il y aura l'inauguration de la stèle en fin de cérémonie, j'ai déplacé le discours en préambule du défilé. Donc message de monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et de l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et, en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages, ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie, à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Birkenheim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique ou de Louvain, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour rater la victoire. Nous nous souvenons également
de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, des tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises, d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique, partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. La démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture pour que soit ainsi promue une élite de naissance, non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République et vive la France. Cette fois-ci. Pour l'ensemble, garde à vous. Dépôt de gerbes au pied de la plaque des soldats tués au cours des guerres 1914 et 1940. Quand on aura le gerbe. C'est 20. Il l'a fait au moins. Ici, il arrive. Laurent, va là-bas direct. Aux morts!
Dépôt de gerbes au pied du monument britannique. Aux morts! En place pour la suite du cortège. Repos.
Dépôt de gerbes au pied des monuments aux morts. Appel aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Avio, Paul. Donc pour la France, Besson, André. donc pour la France, Guinet, Robert. donc pour la France, Reliant, Aurélien. donc pour la France, Caron, Pierre. donc pour la France, Cavel, Roger. donc pour la France, Compagnon, Maurice. donc pour la France, Dumont, Serge. donc pour la France, Dumont, Albert. donc pour la France, Longuet, Denis. donc pour la France, Marat, Eugène. donc pour la France, Petit, Henri. donc pour la France, Terreux, Alfred. donc pour la France, Victime civile. donc pour la France, Bruyer, Émile. Cavel, Octave. Cuvillier, Charles. Follet, Georges. Gambier, Marcel. Gravé, Louis. Gilbert, Marie. Lebrun, Paul. Leca, Eugène. Le Léger, Louis. Leroy, Pierre. Bizet, Georges. Taine, Camille. Thierry, Louis. Mort pour la France. Mort au champ d'honneur. Boileau, Roland. Fonvielle, Maurice. Namurois, Claude. Aux morts.
Britannique. Pas systématiquement. Je vais dans un premier temps vous exprimer quelques mots, puis je laisserai la parole à monsieur Pierre d'Assonville. Nous procéderons ensuite à l'inauguration de la stèle en hommage aux résistants nélois. Puis l'harmonie et la batterie nous joueront quelques morceaux avant de partager le verre de l'amitié. Madame la députée, Madame Ménache, Madame la conseillère régionale de Hauts-de-France représentant le président Xavier Bertrand, chère Maryse, Monsieur le président de la communauté de communes, très cher José, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, adjoints, conseillers délégués et conseillers, Mesdames et Messieurs les maires et élus des communes voisines, Monsieur le chef d'escadron et commandant de la gendarmerie de l'arrondissement de Péronne, cher Geoffroy Blin, très cher Monsieur d'Assonville, Mesdames et Messieurs les anciens combattants porte-drapeau et membres des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs de l'association Centre de mémoire et d'histoire de la déportation et de la résistance de la Somme, Mesdames et Messieurs du souvenir français, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les membres de l'harmonie et de la batterie fanfare, chers enfants et pour n'oublier personne, Mesdames, Messieurs. Comme chaque année, nous célébrons en ce 8 mai la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. Pour mémoire, une première capitulation des Allemands a été signée à Reims le 7 mai 1945 à 1h41, heure de Paris, puis une seconde à Berlin le 8 mai 1945 à 22h43, heure de Berlin. Cette dernière entrera et restera dans l'histoire. Le bilan de ce conflit mondial est effroyable. Les pertes humaines ont été de l'ordre de 60 millions de morts, 20 millions de militaires, 40 millions de civils. 6 millions de personnes ont trouvé la mort dans les camps de concentration et d'extermination. Les bombardements nazis et des Alliés ont provoqué d'importants dégâts matériels dans les villes françaises, chez nos voisins européens et à travers le monde. Certaines villes sont même complètement détruites. Aussi, des bombardements atomiques majeurs ont provoqué des centaines de milliers de victimes et de nombreux dégâts. À la fin du conflit, un nombre considérable de civils n'avaient plus de logement et les sans-abri se comptaient par millions. Les infrastructures de transport et de production ont été endommagées. La mise hors d'usage de milliers de routes, de ponts, de voies ferrées, de ports, de réseaux de communication provoqua l'isolement de nombreux villages. L'industrie et le commerce ont subi des dommages conséquents, évalués en milliers de milliards. Les usines d'armement, la construction aéronautique, l'industrie automobile, les industries chimiques, les industries agroalimentaires, les usines de textiles, les entreprises de travaux publics, les chantiers navals, les mines et l'énergie électrique ont été considérablement touchés par les destructions comme par le prélèvement de matériel.
L'agriculture subit aussi de nombreux dommages. 135 000 bâtiments agricoles furent détruits, 410 000 endommagés. Les terres ont été bouleversées par les bombardements, les mines, les constructions d'ouvrages militaires et le passage des armées. Tout était à reconstruire. Voilà très brièvement le bilan de cette période terrifiante, dévastatrice et apocalyptique. Mesdames, Messieurs, c'est lors de cette guerre que des femmes et des hommes simples et ordinaires, mais au courage extraordinaire, se sont engagés pour leur pays à travers des destins remarquables en dehors du champ militaire. Des résistants, des héros du quotidien, des gens d'exception. Alors, nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour célébrer et honorer ces résistants qui ont tant œuvré pour la libération de la France. Ces résistants, à travers le pays, mais aussi ici à Nesle, sont devenus des martyrs pour une idée qu'ils jugeaient plus grande qu'eux, celle d'une France libre. Par notre présence ce matin, c'est la gratitude de notre pays et de notre ville qui s'exprime pour le sacrifice de ces résistants, de ces soldats de l'ombre. Par leur héroïsme, en complément des soldats alliés, notre pays a su s'arracher à l'occupation nazie et redevenir lui-même. Pensons en cet instant à toutes celles et tous ceux issus des forces françaises de l'intérieur, des francs-tireurs et partisans, de l'armée secrète, comme aux simples résistants sans groupement, promis à l'époque à la même gloire et au même sacrifice, et unis aujourd'hui à jamais dans la mémoire collective. 80 années après, Nesle n'oublie pas, Nesle se souvient. La résistance nous parle ici par ses figures locales, Maurice Compagnon, Pierre Leroy, Roger Cavel, Alfred Terreux, Denis Longuet, Serge Dumont, Claude Namuroy, Henri Nardeau, Eugène Marat, tous morts pour notre liberté lors de cette période. N'oublions pas également toutes les personnes entrées en résistance et qui ont eu la chance de sortir vivants de la Seconde Guerre mondiale. Autant de mémoires singulières dont les familles souvent conservent le souvenir et connaissent le prix. Les pertes de la résistance en France ont été importantes. 20 000 résistants sont morts au combat. 30 000 résistants furent arrêtés puis fusillés. 60 000 résistants furent déportés dans les camps de concentration. 30 000 y moururent. Certains diront que ce lourd bilan explique à lui seul l'intensité du souvenir. Mais quelle que soit la force du souvenir, quelle que soit la force du bilan et du traumatisme, il est toujours facile, au présent, d'oublier le passé. Là est tout l'horrible avantage du présent. Nous autres, vivants d'aujourd'hui, avons le choix. Libres d'oublier les morts, ou libres d'honorer leur mémoire, d'hériter de leurs valeurs et de poursuivre leur combat. Alors, lorsque M. Pierre d'Assonville m'a proposé de faire ériger une stèle en l'honneur des résistants locaux et de réaliser un ouvrage sur la résistance locale pendant la Seconde Guerre mondiale, période qu'il a connue dans sa jeunesse, j'ai immédiatement adhéré au projet. Cette sombre et terrifiante période occupe en effet une place singulière dans l'histoire de notre commune qui dut être reconstruite. Je fais partie d'une génération qui a eu la chance de ne pas vivre cette période atroce et ces épisodes terribles. Aujourd'hui, maire, féru d'histoire et profondément attaché à celle de ma commune, cela me donne la responsabilité que jamais ne s'éteigne la flamme de la mémoire. En effet, le devoir de transmission doit être entretenu car nous nous devons de nous souvenir de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver notre commune, notre pays et pour que les générations futures vivent dans un monde libre et si possible en paix. L'inauguration dans un instant de la stèle en hommage aux résistants locaux et à la résistance en général, ainsi que la réalisation d'un ouvrage qui retrace la vie et les actes héroïques de nos résistants neslois, permettent ainsi de préserver ce chapitre de notre histoire locale qui s'inscrit dans l'histoire nationale. C'est aussi ne pas oublier le courage, l'audace, l'engagement et la résilience de ces femmes et de ces hommes. Enfin, c'est ne pas oublier le sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. L'écrivain, poète et résistant Paul Éluard déclarait, je cite, « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. Et pour ne pas oublier d'où vient cet écho, il est gravé sur les pierres, à Auschwitz, Drancy, Oradour-sur-Glane. »
Ce mercredi 8 mai 2024, afin d'honorer la mémoire de nos résistants, nous pourrons dorénavant dire que l'écho de leur voix est aussi gravé à Nesle. Je souhaite m'adresser maintenant tout particulièrement aux plus jeunes présents parmi nous. À vous, reviendra bientôt cette charge de perpétuer la mémoire, de reprendre le flambeau. Car le souvenir s'éloigne à mesure que les témoins se font plus rares. Et bientôt, vous seuls pourrez empêcher que la flamme de la résistance ne s'éteigne. Pensez aux mots du général de Gaulle. Je cite, « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. » Bien sûr, vos souffrances, nos souffrances, ne sont pas celles des années 1940-1945, aussi dures que soient les maux de notre société. Bien sûr, les périls auxquels nous faisons face sont bien différents de ceux que les résistants vécurent. Cependant, 8 décennies après, des haines se raniment, avec d'autres figures, dans d'autres circonstances, avec parfois les mêmes mots, les mêmes intentions, les mêmes actes. Cela nous montre aussi la fragilité du concept de paix, une paix qui n'est jamais le résultat du hasard et surtout n'est pas définitivement acquise. Elle doit se mériter, s'obtenir, puis se défendre continuellement, inlassablement. Voilà les enseignements de l'histoire enrichissante et éclairante du XXe siècle. Mais aujourd'hui, que retenir de l'exemple que nous offrent les résistants? En premier lieu, la résistance a su refuser toute complaisance envers ce qui affaiblit notre nation et nos valeurs. L'autoritarisme, le fanatisme, la barbarie, la xénophobie. Elle nous met en garde contre l'indifférence qui menace notre époque. Ce sont le civisme de chacun et l'attention que nous portons aux autres dans notre société qui confortent nos valeurs au quotidien. C'est cela la fraternité. En deuxième lieu, la résistance nous invite à l'unité et au rassemblement. Au sein de la résistance, il y avait des gens de tous bords et de tous milieux. Il y avait ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Mais ces Français, venus d'horizons différents, sont restés soudés dans la lutte, car ils plaçaient leur unité au-dessus de leurs différences. C'est par l'unité de la résistance voulue par le général de Gaulle, et construite notamment par Jean Moulin et les milliers de résistants qu'il y a eu la victoire. Enfin, la résistance nous adresse un troisième message, un appel à la liberté et à l'égalité. La liberté, les résistants ont souvent donné de leur vie pour elle. Je voudrais que les plus jeunes mesurent combien la liberté, l'indépendance et la paix en Europe ne sont leur héritage aujourd'hui que parce qu'elles ont été des conquêtes hier. La résistance française a également été le ferment d'une société plus égalitaire et plus juste, accouchant quelques mois plus tard de notre sécurité sociale. Comme le disait le Premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill, un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Alors, ce moment de rassemblement, de recueillement et de réflexion, c'est aussi se rappeler à l'histoire et à ses enseignements. Mesdames, Messieurs, nous sommes venus rappeler ici, aujourd'hui, ce midi, que l'histoire, la nôtre, l'histoire de Nesle, l'histoire de France, nous élève. Elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l'ont faite. L'histoire nous donne bien plus qu'un héritage à célébrer, bien davantage qu'un patrimoine à entretenir. L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur du passé, à la hauteur des menaces d'aujourd'hui et à la hauteur des défis de demain, pour vivre dans un monde plus libre, plus sûr, plus fraternel, plus humain. Vive la résistance, vive la République, vive Nesle et vive la France. Aujourd'hui, les 80 ans de la mise en action de la résistance nesloise. Oui, ils ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Oui, ils ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ils n'ont pas accepté la défaite, nos résistants. Rescapé de cette époque, j'avais alors 17 ans. Je remercie Monsieur le maire de me permettre de m'adresser à vous, amis Neslois, afin d'évoquer les heures douloureuses de notre ville
et d'honorer la mémoire de nos résistants. Je salue les personnalités présentes. Je remercie ceux qui ont collaboré à la réussite de cette commémoration et vous, les lois, qui, par votre présence, rendez ainsi hommage à nos résistants disparus. Ils ont donné leur vie pour la liberté. Ils s'appelaient Maurice Compagnon, 23 ans, Roger Cavel, 23 ans, Pierre Leroy, l'employé de régie à la distillerie, Alfred Terreux, Monsieur Denis Longuet, maire de Nesle de février 1941 à 1944, Serge Dumont, Henri Nardot, Claude Namuroy, Eugène Marat. Ils étaient jeunes, camarades, ouvriers, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiantes, agissant dans l'ombre. Ils étaient pleins de vie. Ils l'ont perdu pour notre liberté. Nous ne saurions oublier Marie-Antoinette Leroy, qui participa avec son père à l'attentat de la distillerie en rapportant la bombe d'Amiens. Elle fut dénoncée, sans doute par un collaborateur. Elle est aussi arrêtée, puis déportée au camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne, et fut la seule survivante délivrée par les Américains. Nous nous rappelons aussi de M. Henri Dieu, le chef de la résistance, de mes camarades Pierrot Dangean, Michel Péquet, Jean Langlais, Jacques Langlais et le capitaine de gendarmerie Achille Langlais, de messieurs Rançon, Bigoudot, de Boudeville et Guillemot. Je les ai tous connus, côtoyés bien souvent. C'était il y a 80 ans. C'était hier, pour moi. Oui, 80 ans. Il a fallu attendre 80 ans pour qu'une stèle tant désirée soit érigée sur le parvis de l'hôtel de ville afin d'honorer leur mémoire. C'est à Monsieur le maire que nous la devons, qu'il soit remercié pour avoir réparé cet oubli. Pourquoi en est-on arrivé là? Rappelons le contexte, si vous me le permettez. Le 1er septembre 1939, après avoir annexé plusieurs États de l'Europe de l'Est, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et l'Angleterre déclaraient alors la guerre. Le 10 mai 1940, passant outre la neutralité de la Belgique, les troupes allemandes déferlaient sur la France, contournant ainsi la ligne Maginot qui était censée nous protéger. Le 17 mai, c'était la débâcle. Des combats d'aviation se déroulaient déjà au-dessus de la gare. Ce vendredi-là, les Nélois étaient contraints d'évacuer vers l'ouest et le sud en des convois interminables en des convois interminables, excusez-moi, généralement bien accueillis par la population. Le 65e bataillon des chasseurs alpins qui défendait Nesle et sa région dut se replier
après d'intenses bombardements, déplorant la perte de 39 soldats. Nesle était en ruine, le centre-ville, l'hôpital hospice détruit. Dès juin 1940, après d'âpres combats, la France était vaincue. Pétain décrétait l'armistice en accord avec les Allemands et formait un gouvernement fantoche qui n'était pas reconnu par le général de Gaulle, d'où la résistance en France. Dès septembre, les Nélois rentraient d'évacuation et découvraient un champ de ruines. C'était l'horreur et la désolation. Par la suite, de 1940 à 1945, survint l'occupation, voire la commandanture sur la place, là-bas au bout, en face de l'hôtel de Monsieur Dieu, le chef de la résistance, à Comble. Entendre les Boches chanter en claquant leurs bottes sur le sol, il fallait vivre, subsister, alors que l'ennemi raflait tout. Ils étaient là, les Allemands, dans nos vies, les cheveux, les vers de gris, comme on les surnommait tout bas, les tickets d'alimentation, les privations. Heureusement, des fermiers et nos poulaillers nous nourrissaient. Le rassemblement... Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà, excusez-moi. Après 3 années d'occupation, 1943 constitue un tournant dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. La victoire des Soviétiques à Stalingrad, le débarquement des Alliés en Afrique, les Allemands étaient aux abois à court de carburant et de main-d'œuvre. De ce fait, dans l'ombre, nos résistants allaient agir. En attendant, Pétain décrétait la mobilisation des hommes de l'âge de 18 ans pour aller travailler en Allemagne afin d'échanger 3 travailleurs français pour la libération d'un prisonnier. Cela ne marchait pas. Ce fut même l'effet inverse. De nombreux jeunes s'engageaient dans la résistance afin d'échapper au STO, le service du travail obligatoire. C'est ainsi que Maurice Compagnon et Roger Cavel, ayant reçu l'ordre de partir, rejoignaient le maquis de Barneville-sur-Seine en Normandie, participant à de nombreux attentats. Ils devaient y laisser leur vie. Leur groupe était anéanti lors de l'assaut de 300 Allemands et de la milice française. À la distillerie, les Allemands surveillaient la production d'alcool dont ils avaient besoin. Non, ils n'auraient pas d'alcool, car la résistance néloise, dirigée par M. Henri Dieu, le restaurateur, allait agir. Le 11 novembre 1943, à minuit, Pierre Leroy, employé de régie à la distillerie, résistant de première heure, fit sauter les 7000 hectolitres d'alcool, la date étant volontairement choisie. Des flammes immenses s'élevaient dans le ciel. J'habitais dans l'usine, à 200 mètres. Je me souviens de la peur de ma vie. Par suite, un drapeau tricolore flottait en haut de la distillerie. J'étais heureux, comme un gosse. Pierre Leroy aussi, dénoncé sans doute par un collaborateur,
été fusillé à la citadelle d'Amiens le 17 janvier 1944 en criant « Vive la France !» Ses camarades dénoncés aussi étaient fusillés à la citadelle à Amiens lors de l'opération Jéricho. Partout en France, la résistance combattait l'ennemi, comme l'avait demandé le général de Gaulle dès juin 1940, contribuant ainsi à la victoire des Alliés. L'espoir renaissait et Nesle fut libéré le 1er septembre 1944, mais perdait encore de résistants lors d'une chasse à l'ennemi. Aujourd'hui, après 80 ans, je le redis, nous pouvons enfin honorer concrètement nos résistants disparus. Merci. Le rassemblement d'aujourd'hui est un devoir de mémoire. Il est une obligation morale afin de ne pas oublier ceux qui sont tombés pour la liberté. Les fâcheux événements qui surgissent au sein de l'Europe nous rappellent que rien n'est jamais acquis, puisse ne jamais nous atteindre à nouveau. La stèle rappellera à chacun et aux générations futures ce qui s'est passé ici à Nesle. La flamme de la résistance ne s'éteindra pas, ainsi, n'oublions pas. Le livret qui vous sera remis retrace le courage de nos jeunes Nélois. Vive Nesle et vive la France! On va maintenant procéder à l'inauguration de la trouve derrière l'assistance. Donc je vais demander, si vous le voulez bien, de nous laisser l'espace pour pouvoir nous déplacer vers Estelle. Je vais proposer aux autorités, au président de la communauté de communes, José Rioja, à madame la députée, à la conseillère régionale, au commandant du groupement de gendarmerie de Péronne de se joindre à nous. Ensuite, nous ferons lecture des résistants qui sont écrits sur la stèle, et des enfants déposeront une fleur à chaque fois que nous nommerons un résistant. Vous appelez les enfants qui vont déposer une fleur.
Et on va chanter ensemble le chant des partisans, qui est le chant de la résistance. Puis nous chanterons tous ensemble la Marseillaise et ensuite nous écouterons quelques morceaux.